pour revenir quand même sur cette affaire qu'on qualifie d'affaire de Mazan, affaire Pélico, comment est-ce que toi déjà tu la qualifies cette affaire ? Moi je dis affaire Pélico parce que ça me semble être le plus neutre et le plus juste. C'est-à-dire que si on fait affaire Dominique Pélico, on efface complètement la victime, mais en même temps affaire des viols de Mazan, c'est beaucoup trop fade pour le degré en fait d'horreur clairement de ce procès. Donc bon, essayer de trouver le truc qui soit en même temps fidèle à ce que désire parce que la justice exigerait en fait qu'on n'invisibilise pas les victimes, mais qu'on ne soit pas non plus dans l'euphémisation la plus totale, qui du coup invisibilise aussi à quel point ce procès est exceptionnel. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous rappeler pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi de quoi il s'agit, cette affaire, donc du procès de Mazan ou cette affaire Pélico ? Eh bien, il s'agit d'un homme, Dominique Pélico, qui a drogué sa femme pendant 10 ans en lui administrant à son insu des substances, des médicaments en fait, qu'il a plongé dans un quasi-coma et il a ensuite mis à disposition son corps à disposition d'autres hommes pour qu'ils viennent la violer au domicile pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en gros, il communiquait sur un chat et il proposait à des hommes inconnus de venir violer sa femme pendant qu'elle était droguée et inconsciente. Et on estime à plus de 90 hommes qui sont venus la violer et on a pu en retrouver que 51, il me semble, qui sont les prévenus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lors de ce procès, là, il y a 51 prévenus, dont Dominique Pélico, du coup. Exactement. Et pour l'instant, le procès, donc là, il est suspendu, c'est ça, puisque Dominique Pélico est hospitalisé ? C'est ça. C'est ça, on en parlait ce matin sur BFM justement avec son avocate. Il est hospitalisé en ce moment et on ne sait pas, le procès ne peut pas se faire sans lui, donc on ne sait pas si ça va reprendre, on espère que oui, ou si ça va être peut-être décalé. Je ne suis pas du tout experte sur ce que ça impliquerait au niveau juridique, mais les gens qui sont experts du sujet parleraient de catastrophe si jamais c'était décalé, donc on espère vraiment pas. Cette affaire judiciaire, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, comme pour d'autres activistes et militantes féministes, de la récupérer, d'en parler, de l'installer aussi le plus possible dans l'espace public ? En fait, il y a un peu deux enjeux. Il y a, dans un premier temps, apporter notre soutien à Gisèle Pélico, à la famille Pélico dans son ensemble, parce qu'on sait que sa fille est aussi super mobilisée sur ces sujets-là. Elle aurait aussi potentiellement été victime de Dominique Pélico. Et donc, il y a apporter le soutien à la famille, dire à Gisèle qu'on est là, qu'on la croit, qu'on est des milliers. On est des milliers de femmes, de minorités de genre à la soutenir, à l'écouter, à l'entendre et combattre cette culture du viol. Et en fait, dans un second temps, il y a créé un mouvement populaire, un mouvement citoyen autour de cette indignation commune sur cette culture du viol qui permet que des choses aussi atroces que ça puissent arriver. En fait, c'est pas normal. On est 7 ans après MeToo, on est en 2024, c'est pas absolument pas normal qu'on puisse trouver des prédateurs sur Internet comme ça en un clic qui soit absolument pas sanctionné, qu'on puisse avoir une défense, une ligne de défense qui est scandaleuse dans ce procès, qui est le consentement du mari vaut pour les deux. Finalement, on n'a pas besoin de s'assurer du consentement d'une femme avant d'être dans une situation intime avec elle parce que le mari a donné son accord. Ça, c'est complètement contradictoire avec la notion même de viol conjugal. Donc ça, c'est complètement aberrant. Et en fait, il faut que ce procès, donc il est hors norme par le nombre d'accusés, par le degré en fait d'indignation qu'il suscite. Et il faut que cette indignation, il faut qu'elle aille quelque part. Il ne faut pas qu'on soit impuissant devant nos écrans, à pas savoir quoi faire, à avoir la rage, à se dire mais comment est-ce que c'est possible que ça arrive ? Il faut qu'on mette en place des moyens pour que ça n'arrive pas, justement. Et donc du coup, pour nous, l'enjeu, c'est ça aussi, c'est de créer une séquence. On parle souvent des viols de Pampelune en Espagne, ou de l'affaire de la Meute, qui a créé du coup un jugement et un procès pareil qui a fait halluciner en fait toute l'Espagne et qui a créé une indignation populaire tellement massive qu'ensuite il y a eu des effets politiques, législatifs, etc. qui sont venus endiguer les violences de genre en Espagne. Donc moi j'espère que ce procès pourra conduire à une prise de conscience analogue et à des résultats aussi probants que ce qui se passe en Espagne, par exemple. On va revenir aussi aux résultats et notamment aux revendications politiques que vous espérez porter aussi dans le cadre de cette affaire, mais je voudrais déjà revenir sur un terme que tu as mentionné là il y a quelques instants. Tu as parlé de la notion de culture du viol qu'on entend parfois et notamment en écho à des affaires comme celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire, cette culture du viol ? Qu'est-ce que ça signifie en fait ? La culture du viol, c'est un climat sociétal qui banalise, légitime, voire encourage le viol. C'est la définition la plus
simple, je pense, que je peux donner. Ce n'est pas restrictif. Comme il y a le mot culture, il y a une petite ambiguïté. On pense souvent que ça s'arrête au milieu de la culture. Donc la musique, le cinéma, le théâtre, la littérature. Alors ce sont des milieux où il y a de la misogynie comme partout, mais la culture du viol, c'est pas un truc du milieu culturel. C'est culture à entendre dans le sens de société, dans le sens d'organisation sociale entre nous. Et les plus grandes choses qui sont défaillantes et qui permettent ce climat de culture du viol, c'est les institutions. C'est pas forcément le milieu culturel, c'est les institutions judiciaires, les institutions policières, les institutions au plus haut niveau de l'État, etc., nos politiques. Qu'est-ce qu'elles mettent en place pour contrer le viol, ou qu'est-ce qu'au contraire, elles ne font pas, et qu'est-ce qui permet que le viol ait lieu. C'est ça qu'on entend quand on parle de culture du viol, et ça s'incarne par des choses qui peuvent être des défaillances policières, juridiques, qui sont très faciles à pointer du doigt, et par des choses plus subtiles, plus difficiles à traquer, où ça peut être rigoler à une blague sexiste, ne pas soutenir la parole des victimes sans piternellement remettre en cause la parole des victimes. Tout ça, en fait, ça participe d'un climat qui encourage le viol, malheureusement. En quoi est-ce que cette affaire-là, l'affaire Pellico, elle est une illustration de cette culture du viol ? En fait, elle en est une illustration vraiment limpide, parce qu'il y a tout dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le viol, la question du consentement, mais il y a aussi les violences intrafamiliales, parce que Dominique Pellico faisait des actes de violence, était un homme violent même dans son cercle familial. Il y a la question de l'inceste, qui est dénoncée par la fille de Gisèle Pellico aussi. Il y a la question de la soumission chimique. Droguer une femme et supposer que quand elle est inerte, on peut préjuger de son consentement. Il y a la question du profil type du violeur. On a souvent essayé de nous faire croire qu'il y avait un type de personne qui serait le violeur par excellence. Et en fait, quand on regarde le profil social des 51 accusés, ils ne correspondent pas du tout à un archétype. C'est vraiment très, très, très varié. Ça peut être un peu monsieur tout le monde qui peut receler en lui cette capacité de se transformer en monstre, finalement. Donc en fait, il y a tout. C'est un peu tout. Le fait que 91%, et ça c'est des chiffres de la Fondation des femmes, 91% des violences sexistes et sexuelles ont lieu dans l'entourage proche, c'est-à-dire famille ou amis. Ça aussi, en fait, c'est des choses qui sont illustrées de manière extrêmement concrète par cette affaire. Et c'est en ce sens qu'elle est emblématique, parce qu'elle est au croisement d'énormément de revendications féministes, parce qu'en fait, quel que soit l'angle par lequel on prend cette affaire, il y a une revendication féministe qui a été portée à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'en faire une pierre angulaire, en fait, pour baser nos revendications. Tu disais que justement, là, tu parles de profil type et que parmi les prévenus, on parle de monsieur tout le monde. C'est un terme qui a parfois heurté certaines personnes quand ils ont pu s'intéresser ou en tout cas être témoins de tout ce qui se passait avec cette affaire. D'ailleurs, je serais curieux, le chat, de savoir aussi comment vous avez reçu cette affaire au départ, comment vous l'appréhendez, etc. et de quelle manière aussi vous y intéressez. Mais voilà, le fait est que certaines personnes ont été heurtées par ce terme de monsieur tout le monde parce qu'ils rejetaient un petit peu ces profils de présumés violeurs comme des monstres. Pourquoi est-ce que c'est important de bien insister sur le fait qu'il s'agit, oui, de monsieur tout le monde et que ce sont des personnes qui parfois nous ressemblent ? En fait, il y a deux choses là-dedans. C'est qu'on entend souvent pas tous les hommes, et effectivement pas tous les hommes. Heureusement qu'il y a des hommes qui sont réglo, sinon ce serait invivable. Mais d'aucune surtout, dirait que la société est déjà un peu invivable vu à quel point la culture du viol est partout. Heureusement, effectivement, pas tous les hommes, mais ça peut être n'importe quel homme. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est que on dit pas que c'est on dit pas que c'est tout le monde, on dit que c'est tout un chacun. Ce qui est un petit peu différent dans le vocabulaire. En fait, on peut croire que je pinaille, mais ça veut dire ça pourrait être n'importe qui. Et on a potentiellement, on pourrait tous le devenir si on est élevé dans une société qui ne remet pas en question les normes misogynes sur laquelle elle est fondée. Et pourquoi est-ce que c'est important d'insister sur cette banalité du mal, pour reprendre Hannah Arendt, cette banalité des profils, pour qu'en fait, on soit plus vigilante. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à mettre en garde les femmes et les minorités de genre sur l'inconnu du parking, le violeur dans une ruelle sombre, et pourquoi pas, c'est bien d'être vigilante. Mais on n'arrête pas de nous dire, par exemple, quand on rentre tard le soir, fais attention, fais-toi raccompagner, envoie un texto quand t'es bien arrivé, alors qu'on sait que 91% des violences ont lieu dans l'entourage. C'est-à-dire qu'on a statistiquement beaucoup plus de chances de se faire agresser par quelqu'un qui est un ami, qu'on connaît, à une soirée où on va, à un dîner dans notre propre famille, que de se faire agresser dans la rue par un inconnu au couteau. Donc, il serait peut-être temps qu'on tire les conséquences de ces statistiques qu'on connaît, et qu'on connaît depuis des années, et qu'on se mette à être aussi vigilant, aux signaux en fait qui peuvent interpeller dans nos cercles proches, qu'on se mette à corriger les attitudes qui mènent à un continuum de violence, c'est-à-dire que ça commence tout petit et puis ça finit par quelque chose de très très violent, et aussi que les femmes se disent pas
oh mais c'est mon voisin, il est trop sympa, il pourrait jamais faire ça. Oh mais c'est mon boulanger que je connais depuis 10 ans. En fait non, être vigilante et se protéger et être au fait des violences qu'on est susceptible de subir, c'est des mécanismes qui sont importants pour se préserver, pour se protéger, pour ne pas accorder sa confiance comme ça a priori, alors qu'en se disant finalement ce statut social, le fait que cette personne soit mariée, le fait que cette personne soit bien socialement intégrée, père de famille, etc., ça le disqualifie d'être capable d'actes de violence. Il faut qu'on prenne conscience que non, ça n'est pas disqualifiant. Sur le rôle et la réception aussi des hommes sur cette affaire-là, je le disais, il y en a certains qui, du coup, ont réagi en étant un petit peu heurtés par rapport au terme de Monsieur Tout-le-Monde et qui disent et redisent aussi qu'il ne s'agit pas de tous les hommes quand on parle de violeurs. Est-ce que tu es étonné, toi, de la réaction des hommes pour l'instant par rapport à cette affaire-là? Est-ce que tu as l'impression que c'est évidemment toujours difficile de faire des généralités, mais qu'ils sont à la hauteur du moment et que vous trouvez, quand je dis vous, c'est les activistes féministes qui vous mobilisez sur cette affaire-là, est-ce que tu as l'impression que vous êtes assez relayés par les hommes? Est-ce que vous êtes assez aidés ou est-ce que tu en attendais plus? Alors, assez. Certainement pas, mais plus que d'habitude, ça je le concède. Je suis pas vraiment étonnée par le nombre de, pas tous les hommes, moi je connais un mec qui est parfaitement réglo, donc, et en plus il nous accuse de généraliser, mais vraiment, les gens qui défendent ce not all men, c'est les premiers à généraliser en disant, parce que moi j'ai un ami qui est sympa, ça disculpe tous les hommes qui potentiellement pourraient commettre des violences. Malheureusement, non, ça marche pas comme ça. J'aimerais bien. Et en réalité, ça, je m'y attendais. Donc, je suis pas surprise que ce genre de commentaires existe. Mais la teneur, en fait, de ce procès, c'est tellement atroce, c'est tellement violent. Je veux dire, il y a tellement d'hommes, les profils sont tellement différents que je crois qu'il y a quand même un petit électrochoc. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire que c'est emblématique, en fait, et qu'il peut y avoir un avant et un après cette affaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que même pour les plus adeptes de dédouaner les hommes en général parce qu'ils connaissent un mec sympa et de pas vouloir remettre en question les comportements masculins dans leur généralité, en gros dans leur aspect général, même ces personnes-là d'habitude, là, elles sont choquées. Elles se disent, c'était une matinale, je crois, sur France Inter hier ou avant-hier où il y avait des micro-trottoirs et on entendait des hommes qui disent en fait, j'ai honte, c'est abominable en fait. Et moi, je trouve que ça, c'est salutaire. Et c'est ça qu'on attend des hommes, en fait. C'est qu'ils relayent la parole des victimes, qui disent, en fait, on est avec vous. Et pas, je suis désolée à titre personnel, parce que moi, je n'ai rien fait, mais plutôt, je suis désolée dans son ensemble, en tant que société, que ça puisse arriver encore en 2024 à des personnes comme Gisèle Pelicot, à des femmes, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu attends et vous attendez des rassemblements qui ont lieu du coup demain dans toute la France? Il y en aura notamment à Paris, place de la République, mais c'est aussi dans plein d'autres villes de France. Qu'est-ce que tu attends de ces rassemblements? Et puis notamment peut-être potentiellement de la participation des hommes aussi à ces rassemblements-là. Eh bien, moi j'attends vraiment un sursaut populaire. J'attends vraiment un mouvement, j'espère. Venez vraiment, soyons un mouvement massif. J'attends vraiment une foule dans les rues qui disent ça suffit, il faut qu'on change quelque chose au niveau culturel, au niveau sociétal, au niveau législatif. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça ne puisse plus arriver. On est 7 ans après MeToo, c'est pas normal que ça puisse encore arriver. Moi j'attends une mobilisation massive qui ait ce mot d'ordre-là. Qu'est-ce que j'attends des hommes qui soutiennent, qui relayent? Moi j'aimerais bien qu'ils viennent. On a fait un appel dans la tribune du coup qui est sorti hier dans Libération. On a fait un appel en disant en fait ne soyez pas passifs. C'est bien de nous soutenir en pensée, mais c'est encore mieux de montrer que vous êtes là physiquement et que vous n'êtes pas contre nous, vous êtes avec nous. Vous aussi, vous voulez cette société plus égalitaire. Vous aussi, vous voulez cette société plus juste où on peut vivre en sécurité, où on n'est pas obligé d'avoir peur pour sa vie, pour son intégrité physique quand on fréquente des hommes, surtout dans notre famille et dans notre cercle proche. Venez, emparez-vous aussi de cette mobilisation en soutien aux associations féministes et aux victimes. Moi, c'est vraiment ça que j'attends. Et quelque chose qu'on attend aussi collectivement, mais qui est déjà en train de se mettre en place, et ça c'est vraiment hyper gratifiant et hyper émouvant, c'est que les gens s'organisent aussi en autonomie. C'est-à-dire que là, les rassemblements sont en train de se monter, parfois avec des assos, parfois à l'initiative en fait de citoyens et de citoyennes. Dans les villes, partout, c'est en train d'essaimer. On reçoit des infos avec Anna et Mathilde, et aussi nous toutes et la Fondation des femmes. On reçoit des infos de nouveaux rassemblements qui popent dans des villes, toutes les 10 minutes, il y en a un nouveau. Et en fait, c'est des gens qui sont en mode « Ok, j'ai pas trop vu de rassemblement organisé chez moi, je le fais. » Et en fait, les gens aussi s'emparent de cette affaire et sentent que ça les concerne et se mobilisent. Et en fait, de faire essaimer des mobilisations et de donner de l'agentivité, en fait, de donner du pouvoir d'agir et de se mobiliser à des gens qui font pas forcément partie de structures, c'est aussi une ambition que je trouve hyper salutaire. Je salue dans le chat le cas qui vient de nous rejoindre et Pitcher42 qui dit « Je trouve ça génial, ces rassemblements de soutien. Pour celles et ceux qui seraient dans le chat et qui voudraient rejoindre ces rassemblements de
lendemain, sur quel réseau, sur quelle plateforme est-ce qu'ils peuvent voir si justement dans telle ou telle ville, il y a un rassemblement prévu? Alors, sur nos Instagram communs, Anna Toumazov, Mathilde Caillard, c'est MC Danse pour le climat, et le mien, c'est Blanche Sabat ou La Nuit Remue Paris sur Instagram. On a un post avec un appel au rassemblement qu'on met à jour dès qu'on a une nouvelle mise à jour. En gros, on a la description. En fait, dans la description du post, il y a le lien de toutes les villes. Et il y a aussi, je vais le mettre dans ma bio à l'instant, mais là, j'ai pas encore eu le temps. C'est dans ma story, c'est dans la story de Mathilde aussi, une carte interactive qui a été faite avec le lien, voilà, qui est dans ma story. Donc, vous pouvez cliquer. Donc, regardez sous les posts Instagram avec le descriptif des villes et ajouter en commentaire dès qu'il y en a un nouveau qui s'ajoute et nous, on modifie la bio. Ou alors dans la carte interactive qu'on met à jour aussi hyper régulièrement. Est-ce que selon toi, il peut y avoir aussi un avant et un après cette affaire Pélico dans l'appréhension de la société, dans la mobilisation aussi, dans le regard que portent les gens sur les violences sexuelles? J'espère, vraiment. J'espère que... Et tu sens qu'il y a un truc qui bouge aussi dans ce sens-là? J'ai l'impression. En fait, l'indignation, elle est tellement généralisée, elle est tellement globale que je pense que là, il y a une fenêtre pour que notre fenêtre d'Overton, elle bouge, quoi. Vraiment que notre curseur bouge sur ce qui est de l'ordre du féminisme, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que peut-être les gens qui sont un peu frileux à se déclarer féministes, peut-être les gens qui se rendaient pas compte que c'était à ce point répandu. Peut-être les gens qui se disaient qu'ils croyaient encore à la figure du monstre abominable qui naît violeur, alors qu'en fait là se dire que en fait non, ça peut être quelqu'un de totalement normal qui recèle une personnalité ou une part d'ombre en tout cas que on soupçonnait pas du tout. Ça, je pense que cette affaire, elle peut agir comme un déclic. Et j'ai l'impression que c'est en train de bouger. Après, je veux pas être trop optimiste non plus, mais encore une fois, c'est aussi comme ça que les luttes féministes avancent. Souvent, il y a des affaires, il y a des coups d'éclat comme ça médiatique où tout d'un coup toute l'attention est focus sur j'ai pas envie de dire fait divers parce que j'aime pas ce terme parce que pour moi c'est tout sauf un fait divers, c'est extrêmement politique, mais il y a une affaire, en gros voilà, une affaire médiatisée, je pense au procès qui est défendu par Gisèle Halimi, etc., qui mène en fait à des prises de conscience sociétale et ensuite à des changements au niveau institutionnel. Donc moi vraiment j'espère qu'il y aura un avant et un après cette affaire. Est-ce que tu crains qu'il puisse aussi y avoir un espèce d'effet de retour de bâton, comme on a pu le voir par exemple, là on est 7 ans après MeToo, alors MeToo a évidemment fait bouger beaucoup de choses, mais il y a eu aussi à un moment un espèce d'effet de retour de bâton qu'ont subi notamment les féministes, mais pas que. Là quand je dis ça, moi je pense à une image que j'ai vu passer notamment sur les réseaux sociaux, celle d'un avocat, je sais plus si c'est l'avocat, je sais plus de qui il était exactement l'avocat, mais qui parlait de il y a viol et viol, voilà, donc remettant en question beaucoup de choses. Toi, comment est-ce que tu as vu cette séquence-là, comment tu vois ces choses-là, et est-ce que tu les crains du coup potentiellement? Oui, à fond, on n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton. En fait, ce qu'on se disait avec Anna l'autre jour, c'était que MeToo, ça avait fait prendre conscience aux gens que c'était potentiellement n'importe quelle femme de leur entourage et des personnes qu'ils connaissaient forcément qui avaient été agressées, étaient susceptibles d'être agressées. Là, on est un peu en miroir de MeToo, où on est en train de prendre conscience que c'est potentiellement des gens qu'on connaît, mais masculins, potentiellement nos proches, qui sont peut-être agresseurs, ou qui peuvent l'être en tout cas. Donc il y a un peu un effet de balancier, je trouve. Donc on est peut-être à une étape, en tout cas pas l'étape d'après, mais enfin une autre étape du prolongement de MeToo. Et après, pour ce qui est des affaires et des procès, pour moi, l'affaire emblématique du backlash, c'est le procès Johnny Depp-Amber Heard. Backlash, c'est le retour de bâton. Voilà, le retour de bâton, qu'on a eu surtout sur les réseaux sociaux post-MeToo, c'est celui-là. C'est vraiment ce procès qui était public. Et j'ai l'impression, c'est MC Danse pour le climat, Mathilde Caillard, qui me disait ça aussi, parce qu'elle est beaucoup sur TikTok, et elle me disait, de ce que je vois sur TikTok, c'est l'inverse, encore une fois, c'est en miroir du procès Depp-Heard, où on a, au contraire, un espèce de anti-procès Depp Heard, où on a des affaires, violence conjugale, viol conjugal, etc., violence intrafamiliale, c'est le mari qui est accusé par sa femme, etc. Et là, on a un soutien qui est quasi inconditionnel pour Gisèle Pélico. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu le backlash du backlash, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a eu le retour de bâton, et là, maintenant, il y a un retour en force des idées féministes en disant, non mais attendez, il y a vraiment quelque chose là qui se joue. Donc voilà, après, bien évidemment, qu'on n'est pas à l'abri de récupération, etc. Mais pour moi, on est dans une séquence au niveau du zigzag, au niveau de la sinusoïde féministe. Là, on est dans un pic après avoir eu un énorme down à ce moment-là. Pour que les choses bougent, il faut aussi que ça puisse évoluer sur le terrain politique. Quelles sont, vos revendications que vous pouvez porter lors de ces mobilisations, notamment ? Dans la tribune qu'on a co-signée et coécrite dans Libération, on s'est joint à l'appel de plus de 100 assos féministes qui appellent à une loi intégrale
qui est proposé en fait, une loi intégrale soutenue, et c'est un plan en fait immense, vraiment très très détaillé, chiffré, sourcé, etc. pour combattre les violences sexistes et sexuelles et les violences de genre. Et il y a aussi une question de budget. On demande que les 2 revendications principales, cette loi intégrale qui est détaillée dans le plan des assos, et ce budget de 2,6 milliards d'euros qui serait alloué pour la lutte contre les violences de genre et qui permettrait en fait de lutter efficacement contre ces violences. Donc ça, c'est pour les demandes des assos auxquelles on se joint. Et moi, je pense qu'il y a aussi une question culturelle à gagner. On parle souvent de bataille culturelle. Là, il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau des imaginaires, au niveau des narrations, au niveau de la place des hommes dans le féminisme. Il y a vraiment des choses à faire bouger sur ce niveau-là. Et donc là, c'est vraiment, voilà. Et j'aimerais rappeler aussi, parce que voilà, on peut se dire, et à raison, que exiger des changements sociétaux de cette ampleur-là dans un gouvernement qui va probablement être pas vraiment progressiste, c'est peine perdue, ou alors c'est le risque qu'il récupère et qu'il dévoie complètement la proposition de loi. La proposition de loi, de toute façon, elle figurait dans le programme commun de la coalition des gauches aux législatives. Donc c'est quelque chose qui est porté aussi par les gens qui votent les lois, qui ont la majorité à l'Assemblée, je le rappelle. Donc il y a ça à prendre en compte, et j'aimerais aussi rappeler que MeToo, ça a éclaté sous Donald Trump. Et donc, même avec les régimes les plus réactionnaires, autoritaires en place, on peut créer des changements sociétaux. Et si les lois ne sont pas votées parce qu'il y a des blocages parlementaires, parce qu'il y a un gouvernement qui n'est pas d'accord avec nos revendications, la bataille culturelle, on peut continuer de la mener. Et ça, pour moi, c'est vraiment le combat à faire. Justement, est-ce que vous avez eu des retours, des appuis ou au contraire des critiques politiques, de personnalités politiques, après notamment la publication de votre tribune, ou en tout cas après tout le travail de mobilisation que vous essayez de mettre en place là autour de cette affaire Pellico ? Pour l'instant, pas vraiment. La seule interrogation, c'est demander une loi intégrale, c'est bien, mais sous un gouvernement qui est de droite dure, voire extrême droite, est-ce que c'est bien judicieux ? C'est la seule critique. Et du coup, moi, j'y réponds comme je viens d'y répondre là, c'est-à-dire que c'est des propositions de loi qui sont portées avant tout par les forces progressistes. Moi, je pense pas qu'on puisse se dire féministe si on n'est pas progressiste, puisque c'est un enjeu progressiste de toutes les façons. Et si jamais la proposition de loi n'est pas portée, évidemment, par un gouvernement de droite ou d'extrême droite, on peut avoir d'autres fronts, donc la bataille culturelle et la bataille des réseaux sociaux aussi, en fait. On peut gagner la bataille des imaginaires, même en luttant de toutes nos forces contre, justement, cet imaginaire réactionnaire qui est de plus en plus prégnant, malheureusement. Dans tout ce travail de mobilisation, notamment là, par rapport au rassemblement qu'il y aura demain, on le rappelle, dans toute la France, en soutien à Gisèle Pelicot et à toutes les victimes de viol, est-ce que vous avez eu des retours aussi de Gisèle Pelicot et ou de sa famille ? Oui. Alors, c'est des contacts indirects, mais on sait que la famille est touchée par ce rassemblement et soutient, en fait, et qu'elle est... et qu'ils sont, je cherche un meilleur mot que touchés, mais reconnaissants en fait de ce soutien et qu'on tient absolument à leur témoigner. Elles ne pourront pas venir au rassemblement parce que le procès est en cours et que donc du coup on pense que ce serait pas très judicieux au niveau de l'instruction, etc. Mais qu'elles, en tout cas, qu'elles saluent ce rassemblement et on est en lien effectivement avec la famille. On se serait jamais permis de faire quelque chose qui les desserve. On vous mettra évidemment le chat, toutes les infos aussi sur ces différents rassemblements. Je vous renverrai vers les comptes Instagram que tu as mentionnés. Blanche, merci beaucoup d'être venue nous en parler, parce qu'on le disait, ton emploi du temps est aussi très très chargé en ce moment tout autour de cette mobilisation. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour venir en discuter ici auprès de nos viewers. Merci beaucoup Blanche. Merci à toi.